une partie énorme de l'électorat de la droite traditionnelle qui est fatiguée de ces guéguerres au sein de la Knesset, de ces histoires, de ces partis qui se comportent mal, qui souhaiteraient véritablement ne plus avoir honte de ces politiciens et retrouver dans ces politiciens cette noblesse, cette responsabilité. Cette semaine, l'ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, a annoncé la création de son parti, d'un nouveau parti de droite. Et il a parlé lors de sa création de Hadar HaBeitari. Alors, de quoi s'agit-il, ce Hadar HaBeitari? Pour nous éclairer sur cette expression, nous sommes très heureux de recevoir la journaliste Eliana Gerfinkel. Eliana, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier, avec plaisir. Hadar HaBeitari, donc dans cette présentation ce nouveau parti qu'il forme donc avec Yuli Edelstein. Alors c'est très difficile de traduire Hadar HaBeitari. D'abord c'est un terme qui a été, c'est Jabotinsky qui en parle. Si vous regardez l'hymne du Beitar, qui a d'ailleurs été rédigé à Paris, mais dans l'hymne du Beitar il y a 3 grandes strophes. Le premier c'est Beitar, le deuxième c'est Hadar et le troisième c'est Tagar. Et Hadar, donc, ce qui signifie, c'est un peu difficile à traduire. On pourrait traduire ça par plein de choses différentes. Moi, je vais souvent pour expliquer que c'est la noblesse, Ouais. mais en fait, c'est plus que ça, puisque Jabotinsky va écrire un livre. Enfin, un article plutôt dans lequel il décrit quels sont les échronotes Beitar, quels sont les points importants du Beitar et de ce que c'est de faire partie de ce mouvement. Donc il y a un mouvement de jeunesse, le mouvement de jeunesse du Beitar. Et dans sa description, quand il parle du Hadar, alors à nouveau, il va donner une demi-douzaine d'expressions. Quelqu'un qui a le Hadar, c'est quelqu'un qui va faire attention à lui, qui va être beau, qui va se respecter, qui va avoir de l'estime de soi, qui va être poli, qui va être fidèle, c'est-à-dire plein de valeurs qui font que cet homme, que ce juif, eh bien, en fait, c'est comme un aristocrate. Et c'est intéressant ce qu'il explique, Jabotinsky. Il dit qu'en fait, il n'y a pas plus grand aristocrate et pas plus grande noblesse que la noblesse juive. Alors, il dit, voilà, pour faire partie du peuple juif, faut être faut descendre en fait d'une dynastie juive. Et comme les dynasties de rois où on vérifie, c'est Voltaire dans Candide qui commence par parler des quartiers de noblesse. Alors il dit il y a pas plus noble qu'un juif qui justement il y a pas plus grand quartier de noblesse qu'un juif puisqu'il faut que sa mère soit juive, il faut que la mère de sa mère soit juive, il faut que la mère de la mère de la mère de la mère de la mère de... Enfin bon, on peut remonter en fait jusqu'à l'époque de la première personne qui a été en contact avec Dieu ou du premier converti, donc de Abraham d'un côté et Sarah de l'autre. Donc c'est assez intéressant cette idée qu'il a de dire voilà, que toute personne qui est juive, elle a ce qu'on appelle le Hadar. Est-ce que Jabotinsky demandait justement aux membres du Beitar d'avoir cet Hadar, de respecter justement ces valeurs pour faire partie du parti Alors, c'était très important donc d'avoir cette tenue, de faire attention à soi. Et en fait, si vous regardez aussi, le plus grand Beitari qu'on a connu en Israël, c'est quand même Menachem Begin, parce que Menachem Begin a grandi au sein du mouvement du Beitar en Pologne. C'était le secrétaire général du Beitar avant la guerre. Le Beitar était le plus grand mouvement de jeunesse en Pologne avant la guerre, donc c'est important de le rappeler. Et quand vous regardez par exemple des images de Menachem Begin contre des images de David Ben Gurion. Par exemple, David Ben Gurion, on le retrouve avec son petit short beige, de couleur kaki, sa chemise, qui va aller travailler dans les champs de son kibbutz, alors que Menachem Begin, on l'a toujours vu en costume cravate, toujours impeccable. Bien habillé. Donc ça fait partie aussi de cette idée du Hadar. Alors, juste pour revenir un instant dans le l'hymne du Beitar, on dit Kol Yehudi ou Sar. Chaque juif est un prince, est un roi. Chaque juif, il a cette dignité. Il se doit de se comporter avec cette dignité assez incroyable. Et c'est quelque chose, je pense, qui parle quelque part à beaucoup d'Israéliens aujourd'hui. Ces Israéliens qui en ont un peu marre de la manière dont beaucoup de députés du Likoud, qui est censé être le parti jabotinskien, le parti de Menachem Begin, et qui, ces dernières années,
ont l'air de clowns à la Knesset, je m'excuse du terme, mais qui crient les uns sur les autres, qui se comportent mal, il y a des histoires de corruption. Enfin bon, c'est très très loin de l'idéal de Jabotinsky, de ce qu'est censé être le Hadar Beitari, la manière de se comporter. Et je pense que c'est pour ça, entre autres, que quand Gilad Erdan pardon, s'est exprimé, il sait très bien à qui il parle, et il parle à de nombreuses personnes pour qui euh, c'est très clair ce qui est censé être le Likoud, et qui a l'impression que le Likoud a perdu son chemin depuis de nombreuses années. Alors, est-ce que justement, cette façon de faire, c'est pas un peu cosmétique, et c'est quand même très politique, et pour essayer de rapprocher une certaine partie justement de ces personnes qui sont à droite et qui ne se reconnaissent plus tellement dans le Likoud? Est-ce que c'est pas quelque part une approche aussi politique? C'est pas seulement de représenter ces valeurs qui sont très importantes, mais qui sont peut-être plus aujourd'hui d'actualité, dans la politique israélienne en tout cas. Alors, d'abord, de dire qu'un politicien ne fait pas de politique, j'ai du mal à le dire. Donc oui, j'imagine que quelque part, il y a une position qui est politique, mais je crois qu'il y a plus que ça. Parce que si on regarde le parcours d'Erdan, Erdan, il a un parcours... euh, D'abord, ça fait longtemps qu'il est en politique, hein, ça va faire 30 ans maintenant qu'il est actif en politique. Il était d'abord en tant qu'étudiant, et puis maintenant, il a 56 ans, ça fait au moins 26 ans qu'il est à la Knesset, ou qu'il est très proche. Il est ou à la Knesset en tant que député, ou en tant que ministre, ou en tant que ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Donc il est en lien avec le gouvernement israélien, mais aussi dans la manière qu'il a eu toutes ces années de se comporter et d'agir. Il, il est réglé il est réglé sur un fil. C'est très très clair la manière dont il se comporte. On ne peut pas lui reprocher, par exemple, d'avoir voté en faveur de l'Eitnatkout, du désengagement de Gaza, parce qu'il s'est tout à fait opposé. Il est resté vraiment, en hébreu on dit ikvi, il est resté Il a été fidèle à constant. constant. Voilà, il a été constant, il a une fidélité à lui-même, une fidélité avec le... Et c'est aussi la raison pour laquelle Yuli Edelstein, ils forment ce parti ensemble. Et puis là, on voit... Alors, contrairement à d'autres personnalités politiques, on pourrait penser par exemple à Naftali Bennett, Naftali Bennett, on a l'impression qu'il est toujours en train de courir et d'essayer d'être le premier pour faire plein de choses, et qu'il prend des décisions presque en dernière minute. Alors c'est l'inverse de Erdan. Erdan, il va tout doucement, il a décidé, voilà, on va créer un nouveau parti, on va aller tout doucement, voilà, on ne se presse pas, parce que en véritable aristocrate, on avance tout doucement, en véritable noble, on prend notre temps pour faire ce qu'il faut. Et puis il faut regarder aussi la première personne qui s'est rajoutée en fait à ce parti, dont on a annoncé ça, je crois que c'était hier matin ou la veille, j'arrive plus à me souvenir si c'était hier matin ou dimanche matin, les journées passent trop vite. C'est Aliza Bloch. Alors Aliza Bloch, elle a aussi sa manière. La mère de Beth Shemesh, l'ancienne mère de Beth Shemesh, elle a une manière un peu consensuelle de travailler, mais surtout, elle a été dans une ville où il fallait absolument, pour avoir le pouvoir, avoir des liens avec ce qu'on appelle les Askanim. Les Askanim, c'est-à-dire les dealers, les gens qui font les deals dans le milieu Haredi. Et quand elle est devenue maire de Beth Shemesh, elle ne l'a pas fait avec les grands Askanim connus. Ouais. Justement, elle l'a fait avec d'autres mouvances Haredi de Beth Shemesh, qu'on ne peut pas être élu aujourd'hui à Beth Shemesh sans les mouvances Haredi. Mais elle a vraiment travaillé pour toute la ville d'une manière très transparente et voilà, avec beaucoup de noblesse. Elle a fait ça d'une très belle manière. Et donc, je pense que on va voir dans ces prochains jours quelles sont les personnes qui vont réussir à ramener autour d'eux. Mais on se trouve vraiment dans cette... Alors justement, on ne connaît pas encore le nom du parti, mais lorsqu'il a annoncé, en tout cas, lorsqu'Erdan a annoncé la création de son parti, il a annoncé les grandes lignes, on va dire, qui dirigeront ce parti. Est-ce que vous voyez, entre ce qu'il a annoncé en tout cas, un lien avec justement ce terme de Hadar Beitari? Ben oui, puisque dans l'idée de ce Hadar Beitari, d'abord il y a une idée qu'on travaille un peu, enfin on va pas travailler pour tout le monde, mais
étant donné noblesse oblige, si le rang crée des devoirs, à partir du moment où on a un rang, on a des responsabilités. Les responsabilités, elles impliquent justement que on va s'occuper de tout le monde et on va s'occuper des problématiques. Et aujourd'hui, en particulier, Yuli Edelstein l'a dit, et Erdogan, il a quitté le Likoud et il a dit que c'était une des décisions les plus difficiles de sa vie après avoir été actif au Likoud depuis plus de 30 ans. Mais on a des véritables problématiques et il y a par exemple, tout ce qui touche à l'enrôlement des Haredim, qui est un véritable problème des ultra-orthodoxes, c'est un véritable problème dans le monde, dans cette communauté qui vote pour le Likoud, qui a du mal à comprendre comment, justement, c'est sous Netanyahou que les Haredim ont été encore plus libérés du joug de l'enrôlement et que après une guerre, pour beaucoup penser que les Haredim se réveilleraient au moment d'une grande guerre, et puis jusqu'à maintenant, ils font comme si de rien n'était. Mais la grande guerre, on vient de la voir, et il n'y a pas eu de réveil très profond, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire les chiffres d'enrôlement des Haredim aujourd'hui n'atteignent pas 90% de la population Haredi parce qu'il y a eu un tremblement de terre et ils ont compris qu'il fallait rentrer à l'armée. C'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que Erdogan le dit, il dit voilà, on a une responsabilité. Si on est dans une position de gouvernance, si nous sommes les personnes qui gouvernent ce pays, nous devons prendre des responsabilités. Et les responsabilités, c'est de mettre tout le monde aussi face à ses responsabilités. Si vous êtes un homme en âge de rentrer à l'armée et qu'on a besoin de vous, eh ben, votre responsabilité est justement de prendre parti à cette guerre ou bien tout simplement prendre parti de l'État d'Israël tout court, ne pas se sentir exclu. Et quelque chose que je dis toujours, et je pense que ça se rejoint et que beaucoup de personnes le ressentent aujourd'hui en Israël, la communauté Haredi aujourd'hui, elle représente un chiffre qui grandit chaque jour. Un enfant sur 4 aujourd'hui qui naît en Israël vient d'une famille Haredi. Et plus une communauté grandit, plus ses responsabilités grandissent avec. Et c'est un petit peu ce que ressentent les électeurs du Likoud ou ces électeurs de droite, etc., qui disent qu'il est temps, il est grand temps de signifier, de montrer à cette population, à cette communauté du pays d'Israël, de l'État d'Israël qui grandit, plus vous grandissez, plus vos responsabilités grandissent avec. Alors, dernière question, Eliana, est-ce que vous avez l'impression que ce terme, que ce mot de Hadar, c'est un terme qui parle encore aujourd'hui aux Israéliens en 2026 ? Alors oui, alors Hadar, d'abord c'est un mot qui est extrêmement présent en Israël, c'est un prénom pour beaucoup de personnes. Dans Hadar, on a aussi Mehadrin, tout ce qui est la Mehadrin, Mehoudar, ça vient de la même racine. Donc tout le monde comprend ce que ça veut dire, quelque chose de mieux, de bien. Pour ce qui est, les gens qui s'y connaissent un tout petit peu, le Hadar Beitari, ils le comprennent tout de suite. Et puis, surtout, je pense qu'il y a une partie énorme de l'électorat de la droite traditionnelle qui est fatiguée de ces guéguerres au sein de la Knesset, de ces histoires, de ces partis qui se comportent mal et qui souhaiteraient véritablement ne plus avoir honte de ces politiciens et retrouver dans ces politiciens cette noblesse, cette responsabilité, cette presque... Jabotinsky parle de beauté physique, alors je ne sais pas si on peut dire qu'on veut des députés qui soient beaux physiquement. À nouveau, la décision de ce qui est beau et qui n'est pas beau, c'est très personnel tout ça, mais que ces personnes-là donnent l'impression qu'elles sont à la Knesset tout d'abord pour leurs concitoyens, pour nous, pour les électeurs, et non pas qu'ils sont à la Knesset juste pour avoir accès à ce qu'on appelle en hébreu des jobim, des jobs ou des opportunités de carrière, et qu'au final, ils en auraient rien à faire de tout le reste. Très bien, merci en tout cas Eliana pour ces explications sur ce terme Hadar Beitari et sur cette façon de faire de la politique en Israël. On aimerait bien que ça revienne en tout cas. Je rappelle que vous êtes dans un podcast toutes les semaines, combien ? À peu près. On essaye toutes les semaines, là c'est les vacances donc c'est un peu plus calme. Avec Myriam Fermer qui s'appelle Les Israéliennes et qui parle de politique israélienne et que vous publiez relativement beaucoup aussi sur Instagram avec, je ne sais pas comment on appelle ça, un carrousel. Carrousel, voilà. Et le dernier, c'est sur la venue, sur les ossements des grands-parents de Herzl qui sont revenus en Israël, qui ne sont pas venus, qui ne sont pas revenus, mais qui sont venus en Israël. Alors,
On a fait revenir exactement 77 ans après l'enterrement des ossements de Herzl. Et ce que ça représente, puisque les grands-parents de Herzl priaient, en tout cas, dans la même synagogue et faisaient partie de la communauté du célèbre Rabbi Alcalay, qui a été un peu un précurseur du sionisme. Voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Tout ça sur Instagram, Eliana Garfinkel. Et puis merci surtout d'avoir pris du temps dans cette période estivale où les enfants sont très présents. Merci beaucoup, Eliana. Bonne journée, au revoir.